Voilà, retour sur le plateau du direct. Bonsoir Laurence Baudot. Bonsoir. Alors j'ai parlé en préambule des secrets que pourrait cacher notre écriture. Vous expliquez dans votre livre que voici, sur la piste de nos ancêtres, nouvelles approches morphopsychologiques et graphologiques aux éditions d'Hervy, que l'analyse de l'écriture peut dévoiler ce que vous appelez des traces d'ancêtres. Alors c'est assez intriguant finalement. Absolument, effectivement, notre écriture nous révèle à la fois notre personnalité consciente, mais aussi dépositaire de tout notre inconscient personnel et familial. Oui. Alors ça, qu'est-ce qui vous met la puce à l'oreille? C'est quand il y a une histoire familiale qui est un peu compliquée et finalement l'écriture est une clé pour entrer dans cette histoire, ou est-ce que c'est le cas pour tout le monde finalement? Non, l'écriture peut être une clé. Après, chaque cas est particulier et différent. Mais c'est vrai que quand il y a des histoires compliquées, ça peut aider effectivement de travailler sur l'écriture et également sur les écritures de nos ancêtres, de toute la famille. En fait, on peut retrouver des signes qui se transmettent d'une écriture à l'autre. Alors ça veut dire que l'écriture devient une composante de la psychogénéalogie. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans la psychogénéalogie? Parce qu'on en a déjà entendu parler. Il y a forcément aussi des choses qui ont évolué. Alors voilà, ce sont des nouveaux outils en fait pour mieux explorer toute cette histoire familiale à travers les écritures. On peut travailler aussi à partir des photos, à travers les visages. Donc ce livre que j'écris avec Pascal Reynaud présente en fait pas mal de techniques et de façon pratique d'aborder les choses en faisant des écritures, des exercices à partir des écritures, des photos, etc. Ouais. C'est un aspect plus concret que de travailler simplement sur des témoignages oraux ou des dates, etc. Ouais. Alors ça veut dire que dans l'analyse graphologique que vous faites habituellement, parce que vous êtes graphologue, vous associez des écrits, des courriers, ou ça peut même être simplement des signatures des parents ou des grands-parents ou d'ancêtres même, et vous arrivez comme ça avec un œil un peu aiguisé à y trouver certaines, soit des similitudes, soit des choses qui finalement se transmettent et ressortent quelques générations après. Voilà, ou des informations simplement sur qui étaient ces personnes. Et c'est vrai que quand on travaille en psychogénéalogie, on recherche tous les actes, actes de naissance, actes de décès, actes de mariage, etc., sur lesquels on va avoir des signatures. Et c'est vrai que ces signatures sont très précieuses. Parfois, ce sont les seuls témoignages de ce type qu'on va avoir d'une personne, et ça nous donne beaucoup d'indications. Bon, bien sûr, c'est pas aussi précis que si on a également des écrits, des lettres, etc. Là, c'est beaucoup plus complet. Mais déjà, les signatures, ça nous permet d'avancer. Oui. Parce que c'est ce qui est expliqué dans le livre, des signatures au bas d'un acte de mariage, entre la signature de l'époux et de l'épouse, la façon dont elles sont justement apposées ou éloignées, ou juxtaposées, ou imbriquées, ça témoigne de beaucoup de choses. Tout à fait. Ça donne déjà des indications sur la façon dont ce mariage a été vécu, comment ils étaient au moment où ils se sont présentés pour ce mariage, et est-ce qu'ils avaient envie d'être ensemble finalement ou pas. Si les signatures sont très éloignées, on peut se poser des questions, mais ça nous apporte des éléments de réponse. Bien sûr, il faut recouper aussi par des témoignages également. C'est pas. Et alors, à partir de quel moment qu'est-ce qui fait que vous déclenchez finalement cette recherche et que vous vous intéressez à ces écritures? Est-ce qu'il faut d'abord vous solliciter, vous interroger? Comment ça se passe? Oui, alors il faut qu'on commence par aborder l'arbre généalogique. Donc on fait des recherches. Et puis au fil de ces recherches, on va trouver des documents, des écritures, des photos, et à ce moment-là, effectivement, ça donne beaucoup d'éléments sur lesquels on peut travailler seul ou avec l'aide de personnes qui connaissent ce travail. Ouais. Alors dans le livre, vous parlez, par exemple, pour prendre un exemple très concret, des signes que vous appelez vous les signes fantômes ou les signes types, c'est-à-dire certaines déformations d'une lettre ou d'un groupe de lettres que l'on retrouve, alors dans l'exemple que vous présentez dans le livre, dans l'écriture d'un père, de son épouse, de leur fille et de leur petite fille, avec une façon de faire des lettres un peu en boucle, avec une sorte de 8 ou de signes infinis selon comment on le tourne, mais des lettres très bouclées. Voilà, qui se retrouvent partout en fait, dans toutes ces écritures, sous des formes différentes. Donc là, effectivement, on a appelé ça un signe fantôme, parce que c'est comme la condensation, comme le fantôme de ces problématiques familiales qui n'ont pas été résolues et qui se transmettent en fait. Et là, en l'occurrence, ça cachait d'une problématique sur
la filiation, le nombre d'enfants possibles qui avaient été engendrés par les différents hommes de la famille, qu'on ne pouvait pas comptabiliser parce qu'il y avait eu beaucoup de... Mais qu'on savait qu'il y en avait, mais pas... Alors ce qui est difficile à comprendre d'un point de vue extérieur, c'est comment des ancêtres parfois qu'on n'a pas connus peuvent arriver à nous transmettre finalement leurs souffrances, leurs appréhensions. Comment est-ce que ça peut ressortir avec autant de décalage? Alors je pense que nous avons un inconscient personnel, aussi un inconscient familial qui contient toute la mémoire familiale, et ça, à partir du moment où on est dans une famille, on hérite de ça. Et tant que tout ce qui est dedans, tout ce stock de mémoire est inconscient, justement, on va être amené à répéter des situations, à revivre des choses, toutes ces problématiques qui n'ont pas été résolues et qui sont transmises comme ça. Donc c'est pour ça que c'est très important de faire cette démarche et tout ce travail pour mieux comprendre ce qui s'est passé avant et pouvoir puiser dans ce stock en fait d'énergie aussi et y trouver du positif, pas se laisser écraser par le poids. Oui, parce que vous expliquez justement que l'idée c'est de remettre chacun à sa place dans l'arbre généalogique, voilà, tout à fait. sans que les ancêtres finalement s'immiscent dans nos vies actuelles. Voilà, ils n'ont plus à être là dans nos vies, donc effectivement on a chacun quelque chose à faire et c'est pas répéter indéfiniment la vie de nos ancêtres. Alors une fois que le problème ou la problématique est identifiée, il y a forcément un travail qui se fait justement sur l'écriture. Est-ce que vous réapprenez aux personnes à mieux écrire les lettres ou vous leur faites répéter indéfiniment le signe? Alors on va travailler sur ce signe effectivement pour pouvoir comprendre bien exactement qu'est-ce qu'il contient, qu'est-ce qui va en sortir. Donc là c'est des exercices à la fois graphiques mais qui font aussi, on va parler autour de ça, voir quelles émotions ça suscite, etc. Et puis en analysant tout ça, on finit par décrypter effectivement mieux la problématique et on arrive à s'en débarrasser en fait. L'objectif c'est de... Oui, parce que vous reproduisez ici quelques pages d'exercices justement, on voit que l'écriture s'améliore ou en tout cas le défaut qui n'est pas un défaut, mais en tout cas le signe disparaît finalement, il va à force d'être répété. Voilà. Ouais. Alors, un mot peut-être sur l'écriture comme indicateur de notre personnalité profonde. Vous êtes graphologue. Est-ce que vous travaillez aussi au-delà de la psychogénéalogie? Est-ce que vous travaillez toujours avec des entreprises? Est-ce que c'est toujours quelque chose qui est utilisé dans le recrutement? Tout à fait, oui, c'est utilisé aussi toujours dans le recrutement, effectivement. Quand il y a des recrutements, c'est un peu le problème aujourd'hui. Et puis, il y a d'autres choses aussi qu'on peut faire avec l'écriture. Je fais aussi des expertises en écriture et puis il y a aussi la graphothérapie qui permet d'aider les enfants par exemple qui n'arrivent pas à bien écrire à retrouver une écriture plus fluide et plus efficace. Ça veut dire qu'un graphologue a pignon sur rue, on peut prendre rendez-vous chez vous comme fait, chez n'importe quel spécialiste? Oui, bien sûr, oui, absolument. Et alors on vient vous voir avec quoi? Avec des courriers, qu'est-ce alors, que vous lui apportez? Oui, tout ce qu'on a en fait, des originaux de préférence toujours. Et puis tout ce qu'on peut avoir comme écriture selon la demande. Après, effectivement, on voit... Et alors une dernière chose, parce que vous expliquez aussi dans le livre que l'écriture évolue forcément en fonction de notre âge et puis de notre, j'allais dire, de notre maturation. De notre personnalité, elle évolue avec nous. C'est vraiment le témoin fidèle de notre personnalité, de notre évolution. Et c'est très intéressant d'ailleurs de voir l'évolution d'une personne avec ses écritures au fil de sa vie. Pouvoir comparer... en fonction de son évolution. Merci beaucoup Laurence Baudot. Je voudrais également signaler un autre ouvrage que vous avez écrit que je vais présenter à la caméra, Le papillon bleu et autres rêves d'envol aux éditions du Banc d'Arguin. Alors là, il n'est pas du tout question de graphologie puisque ce sont des nouvelles, 16 nouvelles dont certaines ont été primées dans des concours littéraires. Merci infiniment d'être venu sur le plateau. Nous marquons une petite pause suivie du journal de la rédaction. Je vous attends ensuite à 19h14 pour la deuxième partie de cette émission avec Sandrine Rubio-Ducry et en live le groupe You Will Leak. À tout à l'heure.